Face à la multiplication des théâtres d'opération comprenant des systèmes de défense multicouches, l'art de contrer ces défenses redevient une priorité. En effet, après des années d'intervention aérienne en environnement faiblement contesté, les puissances occidentales redécouvrent tout un pan de savoir-faire chèrement acquis durant la guerre froide. Plus qu'une notion de mise hors combat, nous retiendrons le qualificatif de neutralisation des défenses aériennes et de déni d'accès comme objet de cette nouvelle production de Defense Insider. De multiples approches. Tout d'abord, définissons le besoin. Penchons-nous sur le tronc commun nécessaire pour qu'une nation possède une bonne CID. En français, la neutralisation des défenses aériennes adverses. Cela tombe sous le sens, mais le renseignement en est la pierre angulaire. La parfaite connaissance de la défense aérienne adverse est l'élément de base où se rajoute une nouvelle couche qui est l'ordre de bataille électronique de l'adversaire. C'est dans la précision des informations sur chaque système, plus que sur un rébarbatif inventaire, que l'ODB prend tout son sens. Ensuite vient la connaissance de la doctrine adverse, sa manière d'utiliser ses effecteurs de façon offensive ou défensive. Et pour finaliser cette structure, une culture commune inculquée aux pilotes de chaque porteur afin que la neutralisation des défenses soit concrétisée par des frappes de campagne tout aussi bien que par des frappes d'opportunité. L'objectif final est d'être capable de monter une attaque surprise brutale en début d'opération, combinée avec la frappe d'autres éléments du système de défense. L'approche russo-chinoise. Innovant sur les systèmes d'alerte précoce, basse fréquence, comme le Nebo et le JY-27, leur doctrine est de les coupler avec des missiles aux portées étendues jusqu'à 400 km. Dotés en même temps d'une multitude d'autres lanceurs, ces forces sont à la recherche d'une épaisseur maximale de leur défense multicouche. Ce potentiel est ensuite associé à une logique de mobilité et de brouillage permanent, qui à la manière d'un corps s'adapte aux agressions et aux contraintes. On peut ajouter une particularité chinoise aidée par la configuration de leur théâtre régional, la détermination à appliquer une continuité terrestro-navale de leur défense anti-aérienne. Il est alors tout à fait intelligible que leur doctrine de suppression de défense soit calquée sur leur vision, en l'occurrence pour garantir leur supériorité aérienne avec des effectifs initialement plus faibles que leur grand rival américain. Les HVU sont préférentiellement traités par des armes stand-off et si disponibles hypersoniques. Le reste du maillage ennemi étant lui saturé par un autre effecteur, le drone tactique. Malheureusement pour ces nations, la guerre n'est pas encore passée sur une utilisation systématique de l'hypersonique et des drones omnipotents, n'en déplaise aux excités de ces termes dans les commentaires YouTube. Le Carus. Orienté vers une conception asymétrique de la supériorité aérienne, la conséquence est que la suppression des défenses aériennes n'est abordée que du point de vue tactique. L'investissement dans cette capacité est subsidiaire et agit en soutien de la frappe en profondeur. La première contrainte des Russes est la faiblesse de leur reconnaissance. En effet, le nombre limité de Su-24MR, Ilyushin 20 et A-50 ne permettent pas des opérations ponctuelles. La compensation est censée venir de la multiplication des drones tactiques et de l'utilisation de systèmes balistiques en masse, appuyés par des capacités de repérage spatial. La seconde contrainte est que les appareils d'interdiction affectés sur cette mission vont opérer à la manière d'une préparation d'artillerie avec une profondeur de 100 à 500 km. L'objectif est d'ouvrir un corridor de 200 km par 40 grâce à un groupe composé de Su-34 et de Su-24. Le brouillage sera assuré par des kits individuels et la frappe de missiles KH-58U ou KH-31. Concernant la Chine, beaucoup plus opaque, la doctrine CID de l'Empire du Milieu en est encore à sa définition. Elle se vivra bien sûr à l'aune du positionnement des bases américaines et des plans en rapport avec l'invasion de Taïwan. Cette neutralisation des défenses américaines sera une partie intégrante de la stratégie d'interdiction autour de ces bases outre-mer. L'accent est pour l'instant mis sur une intense phase de renseignement satellitaire et ROEM, renseignement d'origine électromagnétique. Quoi qu'il en soit, les raids CID chinois sont en l'état dans une position difficile face à une coalition régionale. L'évolution américaine. Les missiles de croisière actuels restent encore efficaces face au système de défense en place, sa suprématie est vacillante, certes, mais la prochaine génération de radars et lanceurs a encore une décennie de recherche et de développement devant elle avant de tuer définitivement l'ancien monde. Le passage à l'hypersonique reste une priorité à l'heure où les Seawees et la guerre électronique sont en mesure de neutraliser un Tomahawk limité à 900 km/h. La nouvelle doctrine de la CID outre-Atlantique semble prendre le tournant de la saturation par attaque de drones et de missiles au comportement complexe. La preuve en est par la multiplication des programmes en cours chez Raytheon et Lockheed Martin, et ainsi que des projets de la DARPA. Le concept de l'essaim est en bonne voie avec notamment le programme Gremlins, les successeurs de munitions classiques pointent aussi leur nez, comme avec le développement du JASM-ER. La multiplication des acteurs augmente le besoin de connectivité, et l'arrivée des nouveaux porteurs, comme le F-35 ou le B-21, ajoute à l'inertie de ce mouvement. Le tout est de pouvoir financièrement augmenter sa masse simultanément à la qualité des effecteurs. Les évaluations industrielles montrent que dans une décennie, les USA aligneront environ 15 000 missiles de croisière de tout type.
La puissance aérienne reste la pierre angulaire américaine dans un scénario de pénétration d'espace contesté. Face à la Chine, par exemple, il faut littéralement faire feu de tout bois, mais le goulet de l'inventaire des plateformes pourrait limiter les USA à une stratégie de pur containment. De l'autre côté, la faiblesse chinoise réside dans sa logique de posture permanente, offrant une visibilité de ses systèmes et une lisibilité de ses méthodes d'interdiction. Certaines unités en nombre limité vont devenir capitales dans l'optique de cet affrontement. Les EC-130H et d'autres Compass Call opérés par l'US Air Force et déployés à partir des bases avancées du Pacifique vont aussi dans les premiers temps être les seuls disponibles dans la région et leur survie sera tout aussi importante que celle des ravitailleurs. Dans le second temps du conflit, un couple intéressant va être celui des F-22 Raptor et des EA-18 Growler. La perspective de suppression des premiers noyaux de défense sera sûrement effectuée par ce type de composants, intégrant plusieurs corps d'armée. Pour terminer, l'US Army n'est pas en reste. En plein renouveau capacitaire, elle mise sur ses prochains hélicoptères de combat ainsi que sur l'envoi de microsatellites régionaux pour l'éclairage de son artillerie. La doctrine se fixe désormais sur les Long Range Precision Rifles, portant à 70 km à l'aide de munitions propulsées ou avec des portées supérieures grâce aux roquettes guidées des GMLRS. Une méthode de frappe d'artillerie contre les défenses aériennes qui lors de progression rapide a fait ses preuves, notamment lors du récent conflit du Haut-Karabakh. Concernant la France, tout d'abord un état général. Toujours engagé dans sa course capacitaire afin d'atteindre son objectif de crédibilité dans le cadre d'un conflit de haute intensité, les armées françaises souffrent du manque d'investissement et de considération pour la fonction de neutralisation des défenses. Déjà doté de moyens ISR spatiaux, le travail sur l'interconnexion avec les moyens aéroportés avec de nouvelles liaisons de données permettra d'acquérir une vraie architecture de défense collaborative. Consciente de la fin prochaine du CID subsonique, de l'évolution des défenses terminales et de l'importance d'une lutte informatique offensive, la France rattrape son retard. Soyons tout de même conscients qu'en l'état, nous ne disposons pas des capacités permettant de réaliser une CID défensive ou au mieux à un niveau offensif limité sur des nations possédant un niveau de défense aérienne inférieur à celui de la Russie ou de la Chine. Pas assez pénétrants et pauvres en dotation de guerre électronique offensive, nos opérations nécessiteraient la capacité de nos alliés possédant par exemple des F-35. L'autre côté du miroir n'est pas non plus brillant. Nos défenses antiaériennes sont d'un volume très réduit, en plus d'être sous-dimensionnées pour faire face aux moyens CID de nos rivaux stratégiques. La transition vers la massification, l'élongation et l'emploi de futurs systèmes sur le terrain est à ce point capitale, que la sanction de la prochaine décennie sera notre capacité, ou non, à entrer en premier sur un théâtre. Les solutions compensatoires. La principale responsable de la défense aérienne du territoire reste bien sûr l'armée de l'air et de l'espace. Cette défense est basée sur le système SAMP-T, équipé de missiles Aster 30. Dans peu de temps, la version 1NT de ce même missile sera mise en service, apportant une vraie capacité antibalistique. Ces batteries sont asservies à l'excellent radar Groundfire 300, l'inconvénient pour la France est la faible épaisseur de ce dispositif, que cela soit en termes de portée et de quantité. Par exemple, pour une OPEX lourde visant à défendre le quartier général de l'opération, le déploiement est prévu pour 4 batteries, soit 80 missiles. Le reste étant conservé pour les besoins du territoire métropolitain. La capacité à contrer un raid est donc partielle. La guerre électronique serait une bonne voie de compensation, mais là, les systèmes manquent et la dissolution en 2014 de l'escadron 66 de formation des opérateurs en GE ne participe pas à l'amélioration de la situation. L'aspect offensif est en pleine évolution avec l'arrivée de porteurs modernes dans les 3 armées. Tout d'abord, l'armée de terre, en renforçant sa reconnaissance organique par les drones tactiques, ouvre la voie à la frappe par ses LRU portant à plus de 100 km. La prise en compte dans l'ALAT de la démocratisation des systèmes de défense terminale type CERAM fait évoluer les tactiques et la doctrine d'emploi de ces hélicoptères qui ont démontré leur intérêt dans la pénétration d'un théâtre, notamment durant l'opération Harmattan. L'armée de l'air de son côté est à la recherche d'un missile pénétrant pour le Rafale, peut-être une version modifiée du Météore. L'intérêt de l'hypersonique est aussi prégnant, mais au stade actuel de développement, ne nous égarons pas en prospective sur le futur engin français. Enfin, la Marine nationale, suivant de près le mouvement de fond hypersonique, en tant que l'une des principales bénéficiaires, cherche à renforcer constamment ses capacités de frappe contre terre. Les systèmes actuels en service évoluent vers un changement de doctrine et de domaine d'emploi, permettant la fusion entre les fonctions de lutte anti-navire et CID, la multiplication des moyens de frappe terrestre par l'artillerie, des versions évoluées de l'Exocet et bien sûr le missile de croisière navale, couplé aux nouvelles capacités de détection apportées par les drones embarqués, sera la norme dans la prochaine décennie. Le retour d'expérience syrien.
Depuis 2017, les raids israéliens sur le territoire syrien se sont renforcés tant en intensité qu'en profondeur. Dans le même temps, la stabilisation dans les territoires contrôlés par Damas a permis l'établissement d'un meilleur dispositif antiaérien. Soutenu matériellement ainsi que dans le processus de formation des opérateurs par les Russes, le système de défense syrien est désormais mu par une logique multicouche. Précisons que les batteries russes de l'attaqué se gardent bien d'engager les aéronefs israéliens et donc ne font pas partie de cet exemple. La tactique israélienne est basée sur d'excellentes capacités ISR et l'exploitation des frontières topographiques. Utilisant le masque du relief en choisissant l'axe de pénétration de la vallée de la Beka, les aéronefs de Tsahal auraient supprimé un tiers des défenses syriennes en 3 ans. De leur côté, les Syriens ont tiré 844 missiles pour seulement un F-16 Sufa abattu. Des doutes sont émis sur la compétence réelle des opérateurs syriens, ainsi que sur les déficiences de systèmes récents fournis par la Russie. Pour conclure, au bilan, la neutralisation des défenses aériennes dans le contexte d'un conflit de haute intensité reste l'apanage des grandes nations technologiques. Secteur demandant de plus en plus d'investissements à l'aune des grandes évolutions de la décennie, en termes de guerre électronique et de vélocité des moyens offensifs, la France devra en faire une priorité si elle veut conserver son rang militaire et sa capacité à porter la guerre, au-delà de ses frontières. L'application des nouveaux principes de la CID et des moyens de la rencontrer trouve pour l'instant son pinacle dans la perspective d'un affrontement sino-américain. Donnez-nous votre avis dans les commentaires sur cette hypothèse. En deçà du seuil nucléaire, le déni d'accès n'est-il pas le seul domaine méritant de l'investissement des générations futures? On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit tout simplement à dans 2 semaines et n'hésitez pas à mettre un j'aime ainsi qu'à vous abonner, cela nous aide grandement.